1632-1704, vous voyez donc, XVIIe siècle, un tout petit bout du XVIIIe, et il est pratiquement à la naissance de la philosophie des Lumières. Il est formé comme un petit enfant de bourgeois puritain, son père a eu une place, et donc on lui a favorisé son entrée à Westminster School, mais il a été révulsé par toutes les querelles religieuses. 1632, ça doit évoquer pour vous les préliminaires de Cromwell, de la lutte contre les Stuarts, qui ont abouti, bien avant la France, à tuer un roi. Pas à le guillotiner, mais à l'assassiner. Et donc, querelle politico-religieuse extrêmement importante. Il est révulsé par ces querelles. Il est aux premières loges dans les institutions de formation. L'assassinat de Charles I, pour lui, pose problème sur la réalité du pouvoir politique et les dangers des différentes factions, des différents pouvoirs. Il entre à l'université à Christ Church à Oxford. Il refuse les ordres, il refuse de suivre une carrière d'ecclésiastique, qui était normalement la condition pour pouvoir être formé à l'université. Et donc il se heurte à une fin de non-recevoir, à une impossibilité de recevoir les grades officiels. Et donc il suit en parallèle une formation de médecin, pas officielle par la bande, avec un dénommé Sydenham qui a fait un traité sur les fièvres extrêmement important, dont Locke va faire l'introduction. Et une formation scientifique avec quelqu'un qui est plus connu que Sydenham, Robert Boyle. Je ne sais pas si jamais vous avez quelques lumières sur le XVIIe, XVIIIe siècle. Ça a été le fondateur de ce qui a précédé l'Académie des sciences française, la Royal Society, l'Académie des sciences de Londres. Il est donc à la naissance de tout un nouvel esprit scientifique dont le but est d'expérimenter, non pas de faire de grandes théories comme Descartes venait de le faire sur la constitution du monde, mais de voir quelle est la pression de l'air. Locke va lui-même faire des analyses là-dessus, aller mesurer en haut d'une montagne, est-ce que la pression est différente de la pression en bas, etc. Étant un peu compétent en médecine, il soigne le chancelier, le Premier ministre, et le Premier ministre l'apprécie, et il en fait son conseiller, notamment le conseiller pour les colonies américaines qui naissent à ce moment-là et pour lesquelles il faut faire des constitutions. Locke rédige la constitution de la Caroline du Sud. À l'époque, il est donc impliqué non seulement dans la théorie, mais aussi dans la mise en œuvre concrète de la politique, et il reprend à cette occasion-là toutes ces idées qu'il avait émises à l'occasion de la révolution, la glorieuse révolution, non, c'est pas la glorieuse révolution, la première révolution, celle qui avait assassiné un roi. En 1683, son premier ministre de copain se fait emprisonner par le roi Stuart Jacques II, qui est un crypto-catholique et qui ne veut pas de tolérance, qui essaye de rétablir l'ordre et la discipline dans l'Angleterre de l'époque. Il sent le roussi comme conseiller et il s'enfuit juste à temps en Hollande, qui était le lieu où les réfugiés de tous les pays d'Europe, et surtout les réfugiés français aussi, les camisards français qui avaient fui la révocation, enfin l'édit de Nantes et sa révocation ultérieurement, étaient là, et il y avait là un milieu intellectuel de tous ceux qui étaient suffisamment structurés intellectuellement pour fuir le pays, leur pays d'origine, et se retrouver là. Spinoza y avait vécu peu de temps auparavant, et tout un ensemble de scientifiques est là à ce moment-là, et Locke participe tout en manigançant un tout petit peu contre le pouvoir en place dans son pays d'origine. Il travaille intellectuellement. En 1679, les menées contre les Stuarts réussissent, on chasse le roi Stuart présent, et Guillaume d'Orange revient en Angleterre avec Locke dans son bateau, et Locke bien sûr reçoit les fruits de sa collaboration, au bon sens du mot, et a des postes de responsables dans les différents ministères, pour dire les choses un peu grossièrement. Et à ce moment-là, il publie ce que pratiquement il n'avait jamais publié, le texte sur lequel on va travailler ce soir, le traité sur le gouvernement civil, son texte de réflexion politique, mais qui est assez dangereux et sur lequel il ne met pas son nom.
Puis la grande œuvre pour laquelle il est connu, pratiquement à quelques mois de distance, tout ça avait été rédigé pendant son exil en Hollande, 1689 aussi, l'Essai sur l'entendement humain, qui est son grand bouquin de réflexion théorique sur la constitution du savoir. Comment faut-il faire un savoir scientifique? Quelles sont les limites du savoir scientifique? Et y a-t-il une place encore pour la croyance? Voilà en gros le schéma de son ouvrage. Et peu de temps après, parce qu'il était asthmatique, il meurt en 1804 en s'étant retiré dans le château de sa bien-aimée de cœur de jeunesse, qui elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, et qui a donné l'hospitalité à Locke pour ses vieux jours. Donc quelqu'un qui a finalement assez pu publier. Je n'ai pas mentionné les lettres sur la tolérance qui l'ont rendu célèbre avant qu'il ne revienne en Angleterre, le traité sur le gouvernement civil et l'essai, qui restera pendant la dernière période de sa période de gloire, 2 petits textes, mais des textes assez intéressants dans la mesure où c'est des textes essentiellement sur la religion, un commentaire des épîtres de Saint Paul et un livre qui est à l'origine de la libre pensée à travers le monde, et de la franc-maçonnerie indirectement, le christianisme sans mystère, essayant de montrer le côté rationnel qui doit être à la base de toute croyance. J'en viens à sa pensée. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de réfléchir à lui? Je prends un texte politique parce que je crois que la réflexion politique, je l'ai bien dit dans sa biographie, est la base de sa réflexion. Il y a des problèmes de paix dans l'Angleterre de son temps. Il veut imposer contre le pouvoir royal un pouvoir de critique. Le roi n'a pas tous les pouvoirs. Et notamment, il n'est pas, comme il le prétend à l'époque en Angleterre, il n'est pas le fils de Dieu. Il y avait toute une théorie en Angleterre selon laquelle le prince, le roi, le souverain, était l'héritier d'Adam et avait donc les pouvoirs qu'Adam avait reçus au moment de la création, comme s'il y avait eu une filiation d'Adam jusque toute la filière des rois. Et donc, en fait, le premier livre, on ne mentionnera pas du tout de ce premier livre, la première partie de ce traité sur le gouvernement civil, écarte complètement la thèse qu'il y a un pouvoir monarchique, héréditaire, qui viendrait au roi Stuart, depuis Adam, etc. Il montre l'absurdité historique de la thèse et l'absurdité concrète. Contre ça, il faut donner une autre source de pouvoir. Locke est, malgré tout, c'est de son temps et peut-être de tous les temps, j'en sais rien, ça c'est une autre question, mais il est croyant. Et pour lui, il y a un rapport entre le pouvoir et Dieu. On le verra dans le texte qu'on va étudier dans quelques instants. Si il y a un pouvoir, il vient forcément de Dieu. Mais il ne vient pas de Dieu par une généalogie, il vient de Dieu comment? Par la raison que chacun a en soi. Dieu a mis en chaque être humain une raison. Utilisons la raison et ne cherchons pas des semblants de pouvoir par la génétique. Chacun est individuellement libre, par sa raison, un être humain. Et c'est par sa raison. Vous voyez bien le contexte, si vous avez un tout petit peu d'histoire des religions en tête, il est dans un contexte protestant, et le libre examen de chacun a été la thèse de Luther. Il est donc en accord avec cette conception-là, à la nuance près, et c'est plutôt plus de Calvin qu'il est proche, à la nuance près que la raison pour Luther, elle était viciée, elle était défaite, elle était amoindrie par le péché originel. Pour Calvin et pour toute une tradition protestante dont Locke fait partie, au contraire, la raison, c'est la présence de Dieu en chacun des humains, et cette raison n'est pas du tout viciée. À l'époque, on disait, c'est l'étincelle de Dieu en nous. Donc, servons-nous de notre raison, et servons-nous-en, notamment en politique. La conséquence, c'est celle que nous subissons encore. Puisque le centre du pouvoir, le centre de la critique, le centre du jugement sur l'ensemble du monde est dans chaque individu, vous voyez bien la conséquence, c'est l'individualisme. Tout pouvoir vient de l'individu.
et non pas d'une famille, d'une communauté à laquelle on appartiendrait. C'est la destruction, et c'est en cela qu'il anticipe sur les Lumières, c'est la destruction. Locke n'est qu'un élément, il n'est pas le premier à le dire, mais il met tout son poids dans la balance. C'est la destruction de tout pouvoir qui viendrait d'ailleurs que l'individu. C'est tout ce que l'individu va construire, et que les individus vont construire ensemble, s'ils acceptent de s'associer, doctrine du contrat social. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous. Le pouvoir vient d'où? Du fait que des humains individuels, en qui est le véritable pouvoir, acceptent de s'associer et de faire ensemble quelque chose, qu'il y a une cité politique. C'est parfaitement illusoire, mais c'est comme ça qu'on repense au moins l'aspect critique. C'est parfaitement valable du point de vue critique. Je crois personnellement que c'est parfaitement illusoire du point de vue historique. Il n'y a jamais eu un contrat passé entre des individus. Mais du point de vue critique, ça a peut-être un intérêt. Il faut vivre dans l'État, et Rousseau, vous avez déjà eu une séance sur Rousseau peut-être, je crois, il faut vivre dans l'État comme si il était construit par un contrat. Et la question à poser est de savoir, est-ce que l'État respecte les individus? C'est pas la même chose que de dire l'État est construit par les individus. C'est pas l'objet de la journée, mais en tout cas, l'individu est critère, et c'est ça qui est fondamental à l'origine des Lumières. Parce que Dieu s'exprime par l'individu et par le jugement de chacun. C'est le début de ce qu'on a appelé le criticisme. Le criticisme que Kant va mettre en valeur, et qui va être la marque des Lumières, il est là en essence. Hein. Tout doit être critiqué par l'individu et par sa raison individuelle. Kant dira, sa période, ose critiquer, hein, ose penser par toi-même. On a là le début de cette chose. Ça vaut en politique, ça vaut aussi, on n'en parle pas ce soir, dans la théorie de la connaissance. Chacun doit partir des éléments de sa connaissance, on appelle ça à l'époque les idées, et voir comment le savoir qu'il a est construit à partir des idées. On a comme des petits cubes, et on a à reconstruire le savoir à partir des cubes que l'on a. Faire des propositions, faire des raisonnements, et voir si chacun des raisonnements qu'on a fait correspond bien à ce que nous ont appris papa et maman. Il n'y a pas d'idée innée qui nous serait donnée par papa et maman. Et surtout, il n'y a pas d'idée innée qui nous serait donnée par le pouvoir royal et par l'Église d'Angleterre, qui est à la solde du pouvoir royal. C'est à chacun à reconstruire son savoir indépendamment des traditions, indépendamment des religions, indépendamment des savoirs existants. Et notamment, c'est comme ça que la science doit fonctionner. En sachant, je termine là pour ne pas trop aller dans le champ théorique, qui est pour moi le plus important, dans mon esprit le plus important, et revenir vite au pouvoir politique, à la question politique qui ce soir nous concerne. Cette connaissance, par construction, est quand même limitée. Parce qu'on ne peut pas construire dans des nuages dans le ciel, des châteaux en Espagne. On est constamment renvoyé à l'expérience. Et donc, finalement, le savoir qu'on va construire, on ne sait pas du tout s'il est vrai pour Locke. Simplement, il va falloir constamment aller tester si tout ce qu'on a construit correspond à la réalité. C'est ce que Stéphane a tout à l'heure mentionné, ce qu'on appelait l'empirisme. Je construis des théories, mais constamment, je dois aller voir si ces théories ont un correspondant dans la réalité. Je laisse tomber ce que j'aime bien, la théorie de la connaissance. Je reviens à la politique. Il y a donc dans la politique à construire à partir d'un État. Et notamment dans la question de la propriété. Quel était le problème à l'époque? C'est une notion très débattue, encore au XVIe ou au XVIIe. Pourquoi? Le droit sur les esclaves. La colonisation aux États-Unis, enfin, en Amérique, pardon, posait problème, et vous connaissez les textes qui paraissent à l'époque sur la question. La propriété des terres conquises, à qui elles appartiennent? Est-ce qu'elles appartiennent au souverain d'Espagne ou au souverain du Portugal? Ou est-ce qu'elles sont un no man's land, un terrain vague, où chacun peut aller planter son drapeau, comme les bons cow-boys, en ignorant qu'il y a des Indiens qui peut-être vivent là? Quelle est la réalité de cette propriété? Il y a le droit sur la mer, qui à l'époque aussi pose beaucoup de questions. La mer, ça appartient à qui? Où a-t-on le droit de pêcher? Il n'y a pas d'eau territoriale encore en question à ce moment-là, mais il faut savoir à qui appartient. Est-ce qu'il peut y avoir un terrain vague? Une terra nullius, une terre qui n'appartient à personne. La question centrale est donc comment est-ce qu'on passe de quelque chose
qui, de la vie de tout le monde, est commun, et à tous, à la propriété privée. Comment se fait la transition? Et de quel droit y a-t-il une propriété privée? Je pense que ça peut concerner les esprits du XXIe siècle. Ça l'a consacré bien avant le XXIe siècle, on en reparlera peut-être avec Proudhon. Hein, qu'est-ce que la propriété? C'est le vol. Avec Marx. Hein, y a-t-il un rapport entre la plus-value produite? Tiens, plus-value, on va voir l'expression, c'est Locke qui pratiquement l'a inventé. Entre la plus-value produite et la plus-value aliénée, et le capitalisme, etc. Toutes ces questions-là sont en fait des reprises du texte qu'on va travailler. Et actuellement, on va voir, il y a une autre question qui se pose, c'est d'ailleurs pour ça que j'y ai pensé, mon corps, est-ce qu'il m'appartient? Au nom de quoi je peux dire que mon corps m'appartient? Pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas le droit de faire commerce des produits humains? Pourquoi les produits humains sont inaliénables? Pourquoi je ne peux pas être payé en France pour le sang que je donne, pour l'organe, pour le rein que je donne, etc. Pourquoi est-ce que la femme peut avorter si elle a été violée, notamment? Est-ce qu'elle est propriétaire de son corps, y compris de ce qui naît en elle, etc. Sans aller jusqu'à le prédutérus, etc., qui sont des questions actuellement. Est-ce que je peux décider de ce que je fais de mon corps en toute indépendance par rapport à des règles sociales? Ce sont des questions dans lesquelles, nous le verrons, Locke est repris, est remis en question et retravaillé. Je crois qu'il y a là une actualité assez importante. La singularité de Locke. Je le dis presque tout ce que je voudrais dire, comme ça vous pourrez, en lisant le texte, je donne des conclusions, ce à quoi on voudrait aboutir. Il pense la propriété comme la base de la vie politique. Pourquoi entre-t-on en politique? Parce qu'on est propriétaire. Alors que de son temps, d'autres philosophes, Grotius, Pufendorf, Hobbes, ou presque, disaient non, on n'est pas propriétaire avant que l'État n'existe. C'est l'État qui fait la propriété. Pas d'État, pas de propriétaire. Locke dit non. L'État est mesuré par la propriété de chacun. Et donc ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est pas l'État qui vous rend propriétaire, c'est vous qui êtes propriétaire, qui entrez dans l'État, qui construisez un État, et qui demandez à l'État de respecter la propriété que vous avez. Il faudra voir si le mot de propriété a bien le même sens pour tout le monde. Et c'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, Locke va dire, on est propriétaire de soi, de sa vie, avant d'être propriétaire d'un terrain. Et le texte qu'on va voir va construire justement ça là-dessus. C'est parce que vous êtes propriétaire de votre vie. Alors vous voyez bien que être propriétaire de sa vie, ça ne peut pas avoir le même sens qu'être propriétaire de 20 mètres carrés ou de 20 hectares dans lequel on peut être avec un fusil derrière une barricade. Propriétaire de sa vie, ça doit avoir un autre sens. Et comment se fait la transition entre la propriété qu'on a de sa vie et la propriété que l'on a de son terrain? Quel est le lien entre les deux? À cause de ça, il affirme que la propriété ne veut pas être absolue, qu'il y a des limites à la propriété, qui viennent de son origine. Parce que si la forme de propriété, c'est ma vie, peut-être que je ne suis pas à l'origine de ma vie. Peut-être que ma vie, elle est liée à ceux qui me l'ont donnée. Que ma vie, elle est faite pour quelque chose. Et que donc la propriété n'existe que dans la mesure où elle répond à ce pourquoi elle est faite. Je ne sais pas si vous voyez l'enchaînement des... On va reprendre ça, hein, mais je dis... Dernière remarque, à cause de cela même, il y a, à cause des limites de la propriété, l'argent, qui est la source, qui est la forme de propriété actuellement, il disait déjà ça au XVIIe, qui est la forme de propriété actuellement la plus importante, n'a peut-être pas tous les droits. Et la propriété qui est marquée par l'argent est peut-être soumise à d'autres exigences qui viennent de l'origine. On en arrive quand même à ce pourquoi vous êtes venu, le paragraphe 27. Vous ne le saviez pas, mais vous êtes venu pour le paragraphe 27.
Je le lis avec vous une première fois. Bien que la terre et toutes les créatures inférieures appartiennent en commun à tous les hommes, chaque homme est cependant propriétaire de sa propre personne. J'espère que ça vous fait sursauter. Il faut bien voir que ce qu'il y a là d'exceptionnel dans cette façon de parler. Propriétaire de sa personne, c'est inouï. Je continue. Aucun autre que lui-même ne possède de droit sur elle. Avant de m'arrêter, je détaille, on essaie de... C'est la justification de ce qui précède. C'est inouï parce qu'il n'est pas la propriété de Dieu, c'est ça? Non, parce que peut-être, mais non, c'est pas ça que je pensais d'abord, c'est parce qu'on parle de propriété de sa personne et pas d'un terrain. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, propriétaire de sa personne? J'ai fait un petit article là-dessus, et je connais un de mes collègues philosophes a bondi en disant, être propriétaire de son corps, c'est mal poser la question, on n'est pas propriétaire de son corps, parce que... Alors, je peux répondre aux questions? Et effectivement, je ne suis pas propriétaire de mon corps. Si propriétaire de mon corps, ça veut dire je vais prendre mon corps et je vais le manipuler, le vendre. On n'est pas propriétaire. Si pour vous, propriétaire, ça veut dire je prends et puis j'en fais ce que je veux, je le mets sur l'étalage, je ne suis pas propriétaire de mon corps. C'est ça que je veux dire. C'est ça qui devrait vous choquer. Ça vous choque pas? Ce qui est dit plus tard, c'est on est propriétaire du travail que l'on fait. Ah oui, mais vous avez déjà lu, vous n'avez pas le droit. Ah, pardon. Le travail de son corps, là, effectivement, et l'ouvrage de ses mains, pouvons-nous dire, lui appartiennent en propre. C'est la raison de ce qui précède. Il mêle, il va expliciter la phrase précédente, il mêle son travail à tout ce qu'il fait sortir de l'état dans lequel la nature l'a fourni et laissé. J'ai hésité à mettre un N majuscule à nature. On aurait pu. C'est à la fois la nature que Dieu a faite et la nature qu'on constate. À l'époque, c'est pas très différent. Et il y joint quelque chose qui est sien. C'est intéressant comme ça. Par là, il en fait sa propriété. Cette chose étant extraite par lui de l'état commun où la nature l'avait mise, son travail lui ajoute, TVA, quelque chose qui exclut le droit commun des autres hommes. Conclusion, mais qui va aboutir aussi à la limite. Ce travail étant indiscutablement la propriété de celui qui travaille, aucun autre homme que lui ne peut posséder de droit sur ce à quoi il est joint. Limite, du moins là où ce qui est laissé en commun pour les autres est, premièrement, en quantité suffisante, deuxièmement, d'aussi bonne qualité. Voilà ce sur quoi je voudrais qu'on passe la soirée, enfin, au moins ce qu'il en reste. Bien que la terre et toutes les créatures inférieures, ça évoque la Genèse, hein, Dieu a créé effectivement la terre et puis une série d'êtres humains qui sont au service de l'homme. Locke fonctionne bien dans cette conception de la Genèse, hein, il est là tout à fait à son aide. Les créatures inférieures appartiennent à l'homme. Appartiennent à tous les hommes, pardon, excusez-moi. Appartiennent et en commun. Il tire ça d'où? Il tire finalement là aussi de la Genèse, pour lequel il n'y a pas d'appropriation. Il le dit dans le paragraphe que j'ai laissé tomber, on peut rapidement survoler le paragraphe précédent, 26, hein, qui est une justification de cette phrase que je viens de lire. Dieu qui a donné le monde aux hommes en commun, leur a également donné la raison. Ça vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, dans l'introduction. Hein? Il a donné à chaque homme individuel la raison, afin qu'ils usent de ce monde. Au fond, le monde, c'est quand même intéressant, parce que c'est très XVIIe siècle, c'est pas du tout écologiste. À quoi sert le monde, à quoi sert la nature? À l'utilisation, à la production, à la maîtrise technique. On doit exploiter la nature, lui faire rendre tout ce qu'elle a.
Pas question du tout d'écologie, de respecter des règles de la nature, etc. L'homme est central, humanisme total, et la nature est à son service. Et Dieu a mis la nature à son service, et l'instrument pour le service, pour la mise en service de la nature, c'est la raison technicienne. Dieu a donné la raison à l'homme pour qu'il soit un outil pour faire rendre à la terre tout ce qu'elle peut lui faire rendre. On est parfaitement anti-écologiste. Locke n'y pensait pas, mais on a là une des sources de cette conception technicienne de la nature. Raison utilitaire. Pour le plus grand avantage de leur vie et de leurs besoins. Il en rajoute une couche. La terre, avec tout ce qu'elle renferme, est donnée aux hommes pour assurer leur existence et leur bien-être. Le but, c'est ça. Alors, faites attention, j'ai insisté sur le côté écologique, mais je voudrais insister aussi sur la finalité. D'où vient la propriété en commun? Elle n'est pas pour n'importe quoi. Il y a bien un but. Existence et bien-être. Et c'est ça qui va nous servir tout à l'heure de limite à la propriété. Est-ce que vraiment la propriété est faite pour le bien-être commun? Il y a commun dans le mot, dans notre point de départ. Est-ce que vraiment la propriété existe pour le bien-être commun de tous? Ou bien est-ce qu'elle est uniquement pour le bien-être de ceux qui possèdent? En propriété privée. S'il y a une communauté avant, et si la communauté a pour but le bien-être de chacun, est posée d'emblée, pour Locke, une limite à l'appropriation individuelle. Une limite qui est théologique. Une limite qui vient de la Bible. C'est pas forcément, tout ce qui vient de la Bible n'est pas forcément mauvais. Il y a là quelque chose qui est inscrit. Il y a une réalité morale au centre de la conception de Locke. Et la politique est limitée par la morale. Et c'est pour ça que la propriété va être le critère de la réussite politique. Une bonne politique, c'est celle qui respecte la propriété. Et qu'est-ce que la propriété? C'est le bien-être de tous. Parce que c'est pour ça que la terre nous a été donnée. D'accord? Alors, je vois bien comment la propriété privée va par la suite être coupée de ses racines morales et devenir un bien en soi. Il faut bien voir comment celui qui a fondé ce qu'on appelait l'individualisme possessif, parce que c'est à partir de Locke que la propriété individuelle va être complètement fondée et explicitée. Celui qui a fondé la théorie du libéralisme privé l'inscrivait dans une limite morale. Et c'est toute la suite qui va détacher sa conception de l'enracinement moral qu'elle avait au départ. Donc peut-être qu'il y a à récupérer un enracinement moral de notre conception de la liberté de propriété actuelle, qui vogue comme ça, sans arrière-plan moral. Si vous cherchez une tâche à faire pour demain matin, voilà réinsérer la conception de la propriété et du libéralisme dans un arrière-plan moral. Et chaque homme est propriétaire de sa propre personne. En disant ça, si vous acceptez d'être étonné, vous devez reconnaître, il faut donner un autre sens au mot personne. La personne, ce n'est pas quelque chose qui serait distinct de moi. C'est pour Locke, le fait justement, par exemple, d'éplucher mon orange. Ma personne, elle n'est vraiment que dans mes actes. Ma personne, c'est ce qui relie tous les actes que j'ai faits, et Locke dira dans l'autre livre qu'il a publié, la mémoire que j'en ai. Qu'est-ce qui fait de vous une personne? C'est pas que vous ayez, c'est le combat de l'époque, un corps ou une âme. C'est pas ça la personne, pour Locke. Et là aussi, il est révolutionnaire. Et il y a des tas de débats actuels qui portent là-dessus. La personne, c'est les actes que vous posez et la mémoire qui met en série tous ces actes. J'ai encore 30 secondes. Entre parenthèses, un des problèmes que sa théorie pose, c'est, oui, d'accord, mais on parlait tout à l'heure de propriété de son cœur, dans les soins palliatifs, la personne qui n'a plus de mémoire des actes qu'elle a posés, est-ce qu'elle est encore une personne?
Il y a des gens qui, sur la base de Locke, disent non, il faut la faire mourir, c'est plus une personne. Ça pose quand même des problèmes, la théorie de Locke. Si c'est la mémoire des actes que l'on pose, quelqu'un de grabataire ou un nourrisson, je vous dis presque un texte d'un contemporain, n'ont pas le droit de continuer à vivre. Je reviens au texte de Locke. Ça n'existait pas encore, ces problèmes n'existaient pas de son temps, mais nos contemporains se servent de ça. Le texte, la personne, qu'est-ce que c'est? C'est la mémoire de ses actes. Ou c'est ses actes et la mémoire qui les met en perles, en fil, qui en fait un ruban. L'avantage, c'est de dire que du coup, il n'y a pas de péché originel. Il n'y a pas de... Dans un autre monde, je ne serai responsable que de mes actes et de la mémoire que j'en ai. C'est-à-dire que je ne répondrai devant les autres, je ne suis responsable que de ce que je reconnais. La responsabilité est là clairement définie. C'est un des auteurs qui définit le mieux la responsabilité, par la notion de personne. Alors, qu'est-ce que c'est que la personne? C'est ce dont je suis propriétaire. Mais vous voyez, ce n'est pas du tout le terrain que j'ai enclos. On est très loin. C'est mon agir dont je suis propriétaire. C'est mon agir qui fait ma propriété. Et alors, ce que monsieur avait remarqué, puisque de façon illégale, il avait été plus loin dans la lecture que nous n'avions été, il est facile maintenant de comprendre qu'à cause de ça, le travail va rendre propriétaire. C'est-à-dire l'objet lui-même, l'orange, elle ne change pas, elle est commune. Mais c'est ce que je mélange à l'objet commun qui va faire de l'objet commun ma propriété. Alors si on a un tout petit peu de temps encore, je demande beaucoup d'excès de droit, ça paraît un peu étrange quand même. Qu'est-ce que c'est que ce mélange? Comment est-ce que mon travail peut se mélanger à l'orange? Il n'y a pas de mélange. Il y a d'une part l'orange, il y a d'autre part l'acte d'appropriation qu'est le travail, que j'ajoute. Qu'est-ce que c'est que cet ajout dont il parle? Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains lui appartiennent en propre, et il mêle son travail. Et ensuite, la ligne suivante, il joint quelque chose qui est sien. Je ne sais pas si... C'est l'agir, c'est quoi? Oui, mais comment est-ce que vous mêlez votre agir à l'orange? Ah, bien sûr, très bien, mais vous précédez, vous êtes toujours dans le progrès. Effectivement, c'est la plus-value. Hein, et Marx va tirer, avant lui, Stuart Mill, vont tirer de cette conception la plus-value, et la véritable appropriation, ou le lieu de l'appropriation, c'est la plus-value. Mais comment la plus-value s'ajoute au travail, se joint, s'ajoute à la chose? Je crois qu'il n'y a pas moyen de le comprendre vraiment sans avoir en tête que Locke a une formation très traditionnelle et qu'il pense comme Aristote. Et que... alors, Aristote ne va pas prendre l'exemple que je prends, mais quand je vais chez... Je ne sais pas, c'est chez Leclerc chez vous? Oui, sans doute. Super U, mettons Leclerc. Quand je vais chez Leclerc, que j'achète une bouteille d'eau et que je bois l'eau, l'eau est informée par la forme de Vienne. Vienne, c'est moi. Elle prend la forme de Vienne. D'une certaine manière, elle reste de l'eau. Mais en m'assimilant quelque chose, en joignant l'eau à moi, je lui donne la forme de ce que je suis. Et j'en fais du beefsteak de Vienne. Hein? L'assimilation, c'est le mélange d'une matière et de la forme que je suis. Matière-forme. D'accord? Vous voyez à peu près ce que c'est? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est de cet ordre-là. Toute chose est un mélange de matière et de forme. Mais je ne pourrais jamais séparer la matière et la forme au sens que les beefsteaks, ce que je suis, c'est... Moi, c'est pas Leclerc, c'est Super U. Hein. Tout ce que je suis depuis que je vais me servir chez Super U, ça, en un sens, c'est de la matière de Super U. Mais en un autre sens, c'est du Vienne. Je lui ai complètement assimilé, je l'ai complètement informé de ce que je suis, je lui ai complètement donné la forme de Vienne. Une chose peut être composée de matière et de forme, même si c'est seulement par la pensée
que je distingue la matière et la forme. Je ne vois pas en vous ce qui est le clair et ce qui est ce que vous êtes. Le mélange des deux, c'est un mélange aux yeux de celui qui pense, de celui qui analyse intellectuellement. C'est une vue théorique des choses. Ce n'est pas une vue physique des choses. Je ne sais pas si... Est-ce que, inversement, dans un pays viticole qui est le nôtre, est-ce que le fait de transformer la vigne et d'en faire le vin, est-ce que c'est pas la forme même du viticulteur qui, effectivement, vient dans le vin? Je vois que nous ne sommes pas dans le même pays. Tu as de meilleurs exemples que moi, plus parlants. Avec une dialectique Oui, oui, inverse. on transforme le vin, mais tout le travail, alors je peux revenir maintenant, l'avantage de cela, c'est qu'on est plus proche du travail, tout le travail ajouté au raisin qui est produit, ben, c'est l'art du viticulteur. Hein. Et si ce qu'il a fait lui appartient en propre, c'est bien parce qu'il y a mis tout son savoir-faire. Et vous n'allez pas distinguer dans le vin la part de savoir-faire et la part de raisin. C'est les deux qui sont le vin, qui font effectivement merci de cette comparaison, qui font que le vin effectivement appartient au propriétaire. La valeur n'est pas ajoutée de l'extérieur. Il y a vraiment le vin est vraiment la propriété du viticulteur. Ça va? C'est bien la propriété est faite par le travail, alors qui est non seulement ajouté, d'une certaine manière le nom d'ajouté reste extérieur, mais qui est joint, qui va à l'intérieur même de la chose, qui va à l'intérieur même du vin. C'est pas d'un côté les vignes, et puis de l'autre côté un petit surplus, une valeur ajoutée qui serait le travail du vigneron. Le vin, on ne peut plus les séparer une fois que c'est fait. Ce travail étant indiscutablement, c'est la conclusion maintenant, puisque le travail, l'œuvre, c'est ma personne, ce travail, c'est vraiment à moi, le mélange des deux, du neutre ou du commun avec du mien, le mélange des deux, le vin, m'appartient forcément. Ça paraît à la fois un mélange de conceptions d'Aristote et de ses conceptions mécanistes, des conceptions antiques et des conceptions contemporaines, et je trouve que c'est assez intéressant. Il y a là ensuite une dernière phrase, un dernier élément, la réserve, que Locke ne va pratiquement pas expliquer, et tous les commentaires après vont revenir là-dessus, du moins là où ce qui est laissé en commun pour les autres, je vous ai dit pourquoi. C'est parce que l'origine commune, Dieu prévoyait que chacun est à sa fin. La terre était faite pour tous. Et il faut respecter cette finalité première. Et donc il n'y a d'appropriation privée autorisée que si il y a un reste où chacun a suffisamment et en aussi bonne qualité. Tout le monde...